Quel est le point commun entre Massacre à la tronçonneuse et Camping? Alors? On n'attend pas Patrick? Les deux films racontent la même histoire. Des personnages embarquent en voiture, au milieu de nulle part, loin de chez eux. Ils rencontrent des gens aux mœurs exotiques. Ils se retrouvent alors bloqués en terrain hostile et vont devoir lutter, affronter ces autochtones étranges. Quand il s'agit de prendre la route, direction les vacances, en famille, en amoureux, entre amis, horreur et comédie partagent les mêmes codes. Le film d'horreur, avec le survival notamment, use et abuse de héros perdus en territoire inhospitalier. La comédie y a aussi régulièrement recours. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. Ces deux genres, populaires par excellence, se ressemblent ainsi plus qu'il n'y paraît et permettent aux spectateurs de partager une expérience commune en extériorisant leurs émotions par le rire ou les cris d'effroi. Where are we? Oh, I don't know exactly. Partir de chez soi est donc un moteur de fiction inépuisable. En quittant leur foyer, les personnages perdent leurs repères, Ma parole, j'ai trop les boules, putain. doivent s'adapter à un nouvel environnement, se confronter à des personnages inconnus. I think we just picked up Jack. De quoi générer incompréhension, quiproquos et drame. Une source immense de conflits et donc de récits. What the hell you think you're doing? Et c'est bien sûr sur ce principe que reposent les vacances de Monsieur Hulot et les Bronzés. Oublions donc l'horreur pour une fois, pour nous concentrer sur la comédie. Comme l'a souligné la chaîne Calmos, voyage et comédie font bon ménage, en France notamment. Les vacances constituent un terrain de jeu idéal pour la comédie et la satire sociale, et ça ne date pas des Bronzés. Le film s'inscrit en effet dans une longue tradition cinématographique, un genre typiquement français, la comédie de vacances. Le film de Jacques Tati, sorti en 1953, et celui de Patrice Lecomte, datant de 1978, en sont deux des représentants les plus emblématiques. Petit flashback. En 1936, les congés payés sont généralisés en France. Dès cette première année, 600 000 Français en profitent pour partir en vacances. Au début des années 50, ce sont plus de 6 millions de Français qui en bénéficient. Une destination est privilégiée, les bords de mer. Les classes aisées sont alors obligées de partager ces lieux de détente estivale avec ces nouveaux arrivants. C'est le cadre du film de Jacques Tati dans lequel le héros, Monsieur Hulot, va venir perturber le quotidien très policé d'une station balnéaire pittoresque. Dans les années 70, à la fin des 30 Glorieuses, le tourisme s'est encore développé. Ce sont alors près de 15 millions de Français qui partent chaque été. De nouvelles destinations ont émergé, comme les clubs de vacances. L'important au club est que vous soyez bien, là où vous êtes. Créés de toutes pièces pour accueillir les touristes. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Vous amenez le soleil? Les Bronzés et les vacances de Monsieur Hulot ont beau être de pure fiction, en prenant le pouls de leur époque, en tendant un miroir à leurs contemporains, ils ont alors une vraie plus-value documentaire, racontant avec humour une histoire hexagonale des vacances, croquant avec malice le portrait de ces touristes typiquement français. Gigi Rally. À 25 ans d'intervalle, les films de Jacques Tati et Patrice Lecomte partagent donc le même sujet, des héros arrivant sur leur lieu de vacances, mais les deux réalisateurs vont construire des univers comiques très différents. Poésie visuelle, contre dialogues incisifs. Enfin moi j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Avant de connaître le succès sur grand écran, la troupe du Splendide et Jacques Tati œuvraient sur scène. L'un dans les music-halls, avec des spectacles de mime. Barrez-vous, con de mime! Et les autres dans le théâtre de boulevard. Splendide! Et forcément, leurs films vont se placer dans la continuité de ces premières expériences. L'ouverture des deux films pose d'emblée des approches cinématographiques très différentes. Pour lancer le récit des Bronzés, Patrice Lecomte va droit au but. Plan d'avion, plan de car. Quelques secondes après l'ouverture du film, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, au Club Med, cadre de l'action. Puis un long travelling vient introduire les personnages, les fenêtres du bus faisant office de cadre dans le cadre, attirant l'attention du spectateur sur les traits des comédiens. Le réalisateur se fait synthétique, place directement les personnages dans le lieu de l'action, sans perdre de temps. Dès le 5e plan du film, les péripéties sont lancées, avec la pluie comme élément déclencheur. L'action débute, on va alors pouvoir découvrir en situation les caractères des personnages. Mais c'est quand même formidable, on vient de me dire que c'était par ici! Merde!
Dans Les Vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati ne vise pas la même efficacité dans l'introduction et prend au contraire tout son temps pour installer l'univers de son film. Il nous montre la France en train de partir en vacances et ne s'attache qu'ensuite à son héros. Pas besoin de dialogue pour nous le présenter, mais des éléments purement visuels, des attributs qui vont le définir. D'abord une voiture à l'avancée laborieuse, puis une silhouette entreaperçue, une démarche caractéristique, et enfin, après 12 minutes, un visage. Ce tempo plutôt lent permet alors d'installer un univers que Jacques Tati va explorer dans ses moindres recoins. Les plans larges et la courte focale, offrant une grande profondeur de champ, font que chaque plan du film fourmille de détails. Oh, un coquillage! Les Vacances de Monsieur Hulot se déroulent dans une charmante et typique petite station balnéaire, et le film travaille cet espace dans ses 3 dimensions, avec des jeux forts de composition dans la profondeur. L'environnement devient alors aussi important à l'image que les personnages, ce qui est beaucoup moins le cas du côté du Splendide. Dans Les Bronzés, les plans plus rapprochés font que les décors s'effacent presque au profit des personnages. Et les multiples scènes de nuit poussent encore plus loin cette disparition. Les clubs de vacances sont des lieux artificiels, déconnectés des pays dans lesquels ils se trouvent. Comme le montre alors l'ouverture du film, le village n'est ici qu'une toile de fond, une simple carte postale, littéralement un décor de cinéma donc, laissant toute la place aux acteurs. Les enjeux narratifs et esthétiques des Bronzés et des Vacances de Monsieur Hulot sont alors bien définis. D'un côté, des oppositions entre différents personnages. De l'autre, la collision entre un personnage et un décor. C'est à vous. Dans Les Vacances de Monsieur Hulot, les décors et les accessoires sont un des moteurs du récit. Le héros est un personnage en lutte contre son environnement. Il en subit les pièges et cherche continuellement à le maîtriser, à s'y faire une place. Ainsi, la dramaturgie du film repose toujours sur des problématiques physiques. La mobilité de Monsieur Hulot est l'enjeu principal du film. Il doit sans cesse aller d'un lieu à un autre, se confrontant à de multiples obstacles. Un sac trop lourd, un bateau peu solide, des chiens agressifs. Le personnage semble en lutte perpétuelle contre les éléments et contre sa propre maladresse. Les scènes d'action du film ne sont alors pas source de tension, mais de rire, avec un jeu sur le hors-champ digne des cartoons de Chuck Jones. Jacques Tati se place aussi clairement comme un des héritiers de Buster Keaton et des maîtres du slapstick qui, en mettant en avant l'interaction entre décor et personnages, sont évidemment à l'origine de tout le cinéma d'action. Entre un Monsieur Hulot en déséquilibre permanent, un Chaplin qui subit le tempo d'une machine, un Keaton qui lutte contre le vent, ou même un Bruce Willis qui doit échapper à une explosion au sommet d'un immeuble, la dynamique est la même. Un corps, un décor, et une bataille continue entre les deux qui devient source de suspense. Mais Monsieur Hulot se bat non contre un adversaire identifié, mais contre les lois de l'univers elles-mêmes. Et toutes ces péripéties, cet acharnement loufoque, deviennent alors source de drôlerie et de poésie. Cette église, c'est vraiment très scientifique, parce que c'est une église. À moi, ça. Attention, regarde le sourire là-bas. On va y aller, là. Dans Les Bronzés, le récit se construit plus sur le dialogue que sur l'action. On y retrouve tout de même quelques péripéties physiques, dont la principale victime est évidemment Jean-Claude Duss. Mais ces mésaventures diffèrent fondamentalement de celles subies par Monsieur Hulot. Si ce dernier se bat contre sa malchance, Jean-Claude Duss affronte lui des personnages qui lui infligent volontairement des brimades. Cette nuance fait que Les Bronzés laissent de côté la poésie de Jacques Tati pour aller vers un registre comique plus acerbe, plus corrosif, plus social, car reposant sur une opposition entre différents caractères. Le loser, le vantard, la coincée, la romantique ou encore le séducteur. Nous sommes dans un film choral, avec des personnages hauts en couleur, et c'est dans les face-à-face, à deux ou à plusieurs, que se construit alors la dynamique du film, son énergie, son humour. Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec? Ça dépend du mec, ça. Ah oui, d'accord. Oui. Ce sont donc des affrontements verbaux que Patrice Lecomte va devoir mettre en valeur, tout en ne tombant pas dans le piège du théâtre filmé. Patrice Lecomte!
défie les gens qui verront ce film et qui ne savent pas que c'était une pièce de café-théâtre. Au défi. J'ai cru qu'il me touchait les cheveux. De se dire, ah oui, ça fait café-théâtre. En fait, tu peux refaire, ah oui, ça fait café-théâtre. Pour cela, Patrice Lecomte fait preuve d'une vraie précision dans son découpage. S'il use évidemment de nombreux chants contre chants pour mettre en image ses joutes orales, le réalisateur n'oublie jamais qu'il filme non pas de simples acteurs, mais une véritable troupe, et fait ainsi souvent le choix de rassembler plusieurs comédiens dans le même cadre. Il profite alors à plein de la complicité de ses acteurs, dans ces rôles qu'ils connaissent par cœur, tout en travaillant toujours la position des personnages dans le plan. Une composition dans la profondeur permet ainsi autant de montrer la joie et le respect qu'impose un personnage mis sur un piédestal, que la détresse d'un autre noyé au milieu de la foule. Et la position de Jean-Claude Duss au second plan, invisible, résume toutes ses frustrations. Mais je les aime grands, exagérément musclés, et surtout le cheveu blanc et en brosse. Comprenant ce que le cinéma peut apporter à la pièce originale, Lecomte joue sur la variété des points de vue qu'offre le cadrage et le découpage d'une scène. Le réalisateur ne cherche pas simplement à capter une situation humoristique, ici la tentative de négociation ridicule de Christian Clavier. Tu l'as fait à combien, la statue? Il travaille également le regard porté sur cette situation, les petits coups d'œil, puis le rire de Gérard Jugnot. De nombreuses scènes montrent alors des personnages observant l'action. Quand Michel Blanc attend patiemment un coup de son adversaire, Lecomte coupe sur d'autres personnages, silencieux et peu convaincus. Quand Thierry Lhermitte et Christian Clavier placent leurs répliques pleines d'assurance et de beaufry, Bonsoir, nous allons les niquer. Lecomte laisse traîner le plan pour qu'on puisse apercevoir la réaction perplexe, plus gênée, de Gérard Jugnot et Dominique Lavanant. En insistant sur ses regards extérieurs, dans ce plan Martin Lamotte, le réalisateur intègre le spectateur à la scène en l'identifiant à ses personnages témoins. Mais il démultiplie aussi les effets dramatiques, humoristiques en l'occurrence, car il y a alors deux niveaux de lecture, deux points d'intérêt dans les scènes. 1. La situation concernant un personnage central. 2. La réaction d'autres personnages. Le spectateur rigole alors autant de la souffrance de Gérard Jugnot que de la réaction hilare en contre-champ de Thierry Lhermitte et Christian Clavier. Patrice Lecomte met autant en valeur les personnages actifs que ceux qui restent de simples observateurs. Et cela symbolise bien l'ambition narrative du film. Ne pas se contenter de scénettes drôles, mais plutôt mettre en avant, toujours, les interactions entre les personnages. Le réalisateur pousse alors l'aspect mordant de son film. Ces réactions silencieuses permettent de dilater le temps pour exacerber les oppositions, les différences de chacun. Tu sais pas ce qu'il me propose? Non, il sait pas. Et le léger malaise créé ici devient synonyme de rire. Non, il me proposait de coucher avec lui. La question du regard et de l'écoute est centrale dans toute comédie. J'écoute. Exemple évident, une réplique raciste d'Hubert Bonisseur de la Batte n'est pas comique en elle-même. Rechercher un nazi avec des juifs, quelle drôle d'idée. Mais elle le devient quand elle est contrebalancée par la réaction de personnages tiers, perplexes. Les héros de comédie, forcément anticonformistes, vont parasiter l'univers qu'ils occupent. Ce sont des poils à gratter, dont les comportements inattendus ou inappropriés se révèlent sous le regard interloqué de personnages témoins et du spectateur. Do not go in there. Woo! On peut rire d'eux, de leur bêtise ou de leur arrogance, Oui. ou alors être de leur côté, mais dans tous les cas, ils viennent casser l'attendu, les codes du monde qui les entoure. Les héros de comédie sont forcément hors normes, et Jacques Tati et Patrice Lecomte vont ainsi faire de leurs personnages des icônes du cinéma. Monsieur Hulot, personnage lunaire, chaînon manquant entre Buster Keaton et Mr Bean, reviendra dans les films suivants du réalisateur, toujours là pour perturber la routine des personnages l'entourant. Les Vacances de Monsieur Hulot obtient une reconnaissance internationale, adoubée même par Buster Keaton. His picture, that holiday, is one of the funniest pictures I've seen in years. Pour Steven Spielberg, Jacques Tati est le plus grand acteur muet de l'époque du cinéma sonore. Goodbye. Et pour l'anecdote, quand il restaure et retravaille son film en 1978, Tati ne peut s'empêcher d'ajouter une scène en référence aux Dents de la Mer, sortie en 1975. La séquence du bateau s'achevait initialement sur le héros en mauvaise posture dans la version originale de 1953. Dans la nouvelle version, Tati prolonge ce passage pour pasticher les scènes d'attaque du film de Steven Spielberg. L'impact des Bronzés est lui plus franco-français. En tout cas, ici, tu m'empêcheras pas de m'amuser. Mais même en hexagone, le film n'est pas un succès immédiat.
L'année de sa sortie, d'autres comédies comme La Zizanie, La Carapate, Je suis timide mais je me soigne attirent plus de spectateurs. Et Les Bronzés font du ski enregistrent même moins d'entrées que le premier opus, seulement 1,5 million. C'est donc progressivement que Les Bronzés atteindront leur statut culte, comme si le public avait besoin d'un peu de temps pour intégrer, digérer la satire vacharde du français moyen proposée par le Splendide, au fur et à mesure des rediffusions télé. Avec ses répliques entrées dans le langage courant, ce soir, je vais conclure. Les Bronzés est un film totalement adapté au petit écran. Son aura ne fera que grimper pour en arriver 25 ans plus tard, en 2005, au Bronzés 3 qui fut cette fois un véritable carton. Bref, avec leur héros typiquement français, totalement ancrés dans leur époque, tout en restant intemporels, Les Bronzés et les vacances de Monsieur Hulot ont réussi une chose, devenir des incontournables de la culture populaire. Je me fais chier. Je me fais chier.